Bonjour à tous et bienvenue dans ce meet-up où on va parler du mode produit. Qui dit mode produit dit l'agilité à l'échelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zakaria Hamzil, je suis consultant en gestion de projet. J'accompagne mes clients à gérer leurs projets de bout en bout et aussi dans la transformation agile de leurs projets ou de leur entreprise. Du coup, au cours de ce meet-up-là, on va parler du mode produit. Et avant de parler du mode produit, on va commencer par le mode projet, le définir et de parler des trois premiers critères d'un projet d'une manière générale, c'est le coût, le délai et le périmètre. Par la suite, on va comparer le mode produit au mode projet et on verra par la suite les enjeux stratégiques pour l'entreprise, une petite comparaison du mode produit et le mode projet et les clés de la réussite du mode produit. Du coup, comme j'ai dit, avant de parler du mode produit, on parlera du mode projet. Du coup, sur le mode projet, on va lui donner une petite définition rapide. Un projet est un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, en mettant en œuvre des ressources matérielles et humaines. Ceci, c'est une définition d'un projet. Je pourrais bien vous donner une autre. Un projet est un ensemble de choses que l'on propose de faire en un temps donné, mettant en œuvre des ressources humaines et matérielles, faisant l'objet d'une budgétisation et aboutissant à un ensemble de livrables. En fait, il existe plusieurs définitions d'un projet, mais qui veulent dire la même chose, qui sont centrées, si on peut dire, sur trois axes essentiels. C'est le périmètre, le coût et les délais. Comme on remarque dans la définition, des dates de début et de fin. Pour l'entreprise dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, ça c'est le périmètre, en mettant en œuvre des ressources matérielles et humaines, et ça, c'est le coût. Du coup, dans le mode projet, le périmètre, il est toujours fixe. C'est quelque chose qui est fixe depuis le départ du projet. Par la suite, le coût et le délai, ils sont estimés par le chef de projet au début du lancement du projet, mais qui peuvent varier pour l'atteindre du périmètre. Du coup, forcément, ils peuvent varier avec le temps, mais un bon chef de projet, normalement, dans la majorité des cas, peut estimer, avoir une bonne estimation du coût et délai pour atteindre l'objectif au bon moment et avec les meilleurs coûts. Du coup, on va voir en fait ces trois axes tout au long de ce meet-up-là, le périmètre, le coût et les délais. Je vous propose de commencer par le périmètre sur le mode projet. Du coup, le périmètre, si vous voulez dire, c'est une sorte d'engagement entre deux parties. La majorité des cas, c'est un client-fournisseur et ils peuvent faire partie de la même entreprise. Du coup, le périmètre, il peut être formulé sous forme d'un cahier de charge, sous forme de spécification ou de user story dans le cas où c'est en agile, dans une backlog. Comme on peut avoir effectivement un cahier de charge et par la suite des spécifications qui le détaillent ou des user stories qui le détaillent. Du coup, en fait, le périmètre reste le premier indicateur de réussite du projet. C'est un souhait de client, effectivement, qui le définit à travers des exigences. Et du coup, le périmètre reste fixe tout au long du projet. Dans le cas où il y a un dépassement ou bien une modification ou un ajout du périmètre, il faudra faire appel à des avenants pour pouvoir ajuster le périmètre afin d'ajuster par la suite aussi les différents coûts et délais pour l'atteinte des objectifs. Du coup, sur le planning, ou bien ce qu'on appelle en fait les délais dans notre triangle de caractéristiques de projet, un projet, il commence toujours par une idée.
forcément. Et du coup, en fait, cette idée-là, avant le départ du projet ou bien avant le commencement du projet, on initie une fiche idée. Cette fiche idée, elle résume un petit peu ce que l'entreprise veut concevoir, c'est quoi son besoin, et par la suite, un petit macro-chiffrage euh, du projet, combien on peut investir dans ce projet-là, et si on a des risques. Et surtout, dans la fiche idée, il faudra bien sortir en avant les risques à ne pas faire. Si on ne fait pas le projet, ben, c'est quoi les risques derrière? Et si on a une visibilité plus lointaine, effectivement, on peut rajouter les risques du projet. Une fois que la fiche idée elle est initiée, on passe aux différentes phases d'un projet. Dans un projet classique, on trouve 5 phases. La phase initialisation, conception, réalisation, clôture et maintenance. On va voir chaque phase d'une manière individuelle pour comprendre un petit peu l'enchaînement de ces phases-là. Du coup, l'initialisation. Dans l'initialisation, on voit quelles sont les ressources qui doivent travailler sur ce projet-là. On essaie de macro-chiffrer. Avant le macro-chiffrage, effectivement, on essaie d'écrire les différentes exigences du produit. Et aussi, si on a une première vision d'une définition d'un besoin. Par la suite, on macro-chiffre cette définition du besoin et par la suite, les risques qui vont nous accompagner tout au long de ces phases-là. Sur la phase de conception, ben, on affine notre chiffrage, on finalise l'architecture à travers les besoins qui ont été spécifiés dans la phase d'initialisation et qu'on les affine encore aussi dans la phase de conception. Et du coup, effectivement, on affine les besoins et les exigences aussi. On définit aussi l'atterrissage du projet à travers les besoins, à travers le macro-chiffrage. Et par la suite, on enrichit notre liste de risques qu'on a commencé dans la phase d'initialisation. Dans la phase de réalisation, c'est là où le projet commence en fait pour pouvoir donner de la visibilité sur qu'est-ce qu'on va développer. Du coup, construction de la solution. On gère les différents risques qu'on a remontés. On teste bien sûr aussi ce qu'on a construit et du coup, on essaie de respecter le périmètre engagé dans les délais aussi qu'on a estimés. Après la réalisation, il y a la clôture. Du coup, dans la clôture, il y a le bilan projet. Du coup, on fait tout un bilan pour voir voilà, qu'est-ce qu'on a consommé comme charge, quelles sont les différentes difficultés qu'on a trouvées dans le projet. Et aussi, est-ce qu'on a atteint notre périmètre sur lequel on s'est engagé ou pas. Et par la suite, le projet il rentre dans une phase de maintenance où on corrige les anomalies de run et le projet il rentre dans ce mode-là de maintenance. Du coup, dans ce planning-là, on peut l'adopter au cycle en V comme on peut intégrer l'agilité. Ça veut dire dans le mode projet, il peut être développé en cycle en V comme il peut être agile. Ça veut dire que dans la phase de réalisation, on peut intégrer l'agilité pour pouvoir livrer d'une façon continue, d'une façon itérative et continue, pour avoir un suivi et pour mesurer la réussite du projet et de ce qu'on livre. Du coup, effectivement, c'est que le mode projet peut être développé en deux sortes, soit en agilité, soit en cycle classique, en cycle en V. Concernant le découpage par enveloppe budgétaire, du coup, dans le mode projet, on a une enveloppe budgétaire qui est globale à un programme. Et du coup, cette enveloppe budgétaire, elle est répartie par ce qu'on appelle des unités. Des unités, c'est, si on peut dire, chaque programme a ces unités qui sont des projets qui constituent le programme d'une manière générale.
Du coup, dans notre schéma, par exemple, le programme, il a 3 unités, ça veut dire 3 projets, et chaque projet prend une enveloppe budgétaire qui correspond à sa grandeur, qui correspond à sa priorité et par la suite aussi à l'impact qu'il a pour l'entreprise. Et aussi combien de personnes ils vont travailler sur ce projet-là, combien en fait ça va nous coûter les coûts matériaux. Ben voilà, il y a toute une organisation qui rentre pour définir combien l'enveloppe budgétaire d'un projet peut être grande ou petite. Du coup, dans chaque projet, on peut avoir des sous-projets. Je vous donne un petit exemple, un projet qui est un espace client d'une assurance. Ça veut dire que dans cet espace client d'une assurance, un assureur peut avoir un projet, par exemple, sur l'assurance habitation. Dans l'espace client, on peut avoir de l'assurance, par exemple, aussi auto ou moto. Ben voilà, c'est que un seul projet peut avoir plusieurs lignes, projets ou bien sous-projets, ou bien chaque projet par ligne de métier. Et du coup, voilà, c'est qu'on peut répartir cette enveloppe budgétaire sur chaque sous-projet. Et par la suite, on a toujours la phase de maintenance où il faudra prévoir aussi du budget, très importante. Et aussi, dans le meilleur des cas, en fait, dans l'agilité, on le retrouve plutôt dans l'agilité, c'est une enveloppe budgétaire pour l'innovation, au cas où il y a besoin en fait d'innover ces solutions-là ou de livrer des différentes évolutions. Du coup, effectivement, ce qu'on vient de voir sur le délai, le coût et le périmètre dans le mode produit, dans le mode projet, c'est très bien jusqu'à maintenant. Sauf que malheureusement, c'est pas toujours les beaux jours dans des organisations comme ça. Pourquoi? Parce que derrière, on a plusieurs feedback de clients qui disent que aujourd'hui on retrouve pas mal de problèmes par rapport à cette gestion de projet. Et du coup, je vous ai collecté 3 fameux feedbacks des différents clients. Le premier, le time to market est très lent. Qu'est-ce que ça veut dire le time to market? Le time to market, c'est le temps nécessaire pour construire un projet afin de le livrer. Du coup, effectivement, dans le mode projet, c'est qu'on met énormément de temps à livrer un projet. Du coup, on n'a pas de feedback des utilisateurs, on n'a pas de feedback de clients et on ne sait pas derrière est-ce que effectivement le produit final sera adapté à ce que le client exige. Du coup, effectivement, c'est un point faible aujourd'hui du mode projet. Nous n'avons aucune idée de bénéfices apportés par ce projet. Du coup, ça, c'est le deuxième feedback. Sur ce feedback-là, on ne mesure pas la valeur ajoutée du projet. Et du coup, ça reste toujours un point noir aussi, en fait, dans le mode projet. On a puisé nos ressources et l'objectif n'est pas atteint. Ça veut dire, en fait, qu'on n'a plus de budget pour effectivement continuer notre projet, peut-être après 2 ans, 3 ans de développement, mais notre objectif n'est pas atteint. Et du coup, ça, c'est un échec du mode projet. Et du coup, voilà, c'est que faudra bien l'estimer. Et c'est un exercice qui n'est pas très facile dans le mode projet pour les différents chefs de projet. Alors aujourd'hui, pour répondre à tous ces questionnements-là, pour répondre à cette faiblesse du mode projet, ben en fait, on a pensé au mode produit. Du coup, le mode produit, il vient pour s'appuyer sur ces faiblesses-là afin de donner une solution à ces différents feedbacks. Du coup, c'est quoi le mode produit? Ben, le mode produit est une façon de concevoir et livrer les applications agiles
qui consiste à mettre la production, le produit au centre de l'intérêt. Le mode produit embarque toutes les ressources d'un projet dans les acteurs, le budget, les différentes ressources, que ce soit humaines, que ce soit matérielles, et il est développé exclusivement en Agile, cette fois-ci pour le mode produit. Et du coup, le mode produit, il vient pour éviter cet effet de silo qu'on trouve dans le mode projet, parce que le mode projet, c'est à travers des phases, et une fois qu'on finit une phase, on passe à une autre. Et les différents intervenants, chacun a sa propre étiquette ou bien sa propre casquette. Et par la suite, c'est, si on peut dire, un travail de relais. Une fois qu'il a fini sa partie, ben, il passe le relais à l'autre pour qu'il continue. Dans le mode produit, c'est différent. Dans le mode produit, on est tous ensemble, on est tous une équipe où on travaille sur la réalisation de ce mode produit. C'est pour ça que je mets un peu le client avec une petite étoile rouge. C'est pour dire que le client, dans le mode produit, devient un membre de l'équipe. Il n'est plus comme observateur. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour dire juste est-ce qu'on a atteint notre objectif ou pas, mais plutôt le client dans ce schéma-là ou bien dans ce cas de figure du mode produit, ben, il est contributeur et il est un membre de l'équipe tout simplement. Du coup, le mode produit crée de la valeur. Du coup, il y a du pilotage effectivement de la valeur. Cela veut dire que le mode produit, ben en fait, ben le mode produit. Oui, du coup, je disais que le principal enjeu du mode produit est de créer de la valeur en continu. Cela veut dire que le mode produit est piloté par la valeur. C'est une phrase qui veut dire en fait que plus on avance dans le projet, plus on avance pour livrer de la valeur ajoutée. Du coup, on verra ce point-là un peu en détail par la suite. Le mode produit développe une solution adaptée aux besoins réels de l'entreprise, mettre le client et le produit au centre, responsabiliser les équipes. Du coup, le mode produit capitalise sur la satisfaction de l'utilisateur, amélioration permanente du produit, et tout commence quand le produit est livré aux utilisateurs. Ben, je vous invite tous à voir ces points-là un peu en détail dans les différents slides qui viennent. Du coup, concernant le planning dans un mode produit, ça commence toujours effectivement par des idées, sauf que cette fois-ci, ça peut être exprimé comme une fiche idée, mais la majorité des cas, ben, on attaque directement des US avec des backlogs où on essaie de centraliser toutes les idées dans une backlog. Du coup, dans le mode produit, ben, c'est exclusivement, comme j'ai dit, en agile. On commence avec des différents sprints. Les sprints, c'est des sprints qui sont à l'infini jusqu'à l'arrêt du projet. Et dans chaque sprint, ben, on a la phase du test, effectivement, qui accompagne les différents sprints, qui fait partie, effectivement, des différentes itérations. Dans le mode produit, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir livrer le MVP. Qu'est-ce que c'est le MVP? Le MVP, c'est le Minimum Valuable Product. Ce qui veut dire, c'est le scénario qu'on peut livrer le plus rapidement possible afin de commencer à collecter des feedbacks. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on a une idée. Je reviens toujours à mon exemple d'un espace personnel pour un client d'assurance.
Et du coup, dans le client d'assurance, on a par exemple la souscription. Dans la souscription, on va définir un MVP, ça veut dire de rentrer les informations personnelles et de cliquer par la suite sur le bouton enregistrer pour créer un compte. Du coup, ça, c'est le premier scénario. Une fois que c'est fait, on peut commencer à récolter les différents feedbacks. Du coup, on livre ce MVP-là. Ce MVP peut être livré sur un sprint comme sur plusieurs sprints, mais la meilleure chose à faire, c'est de le livrer le plus rapidement possible. Et une fois qu'on commence à collecter les feedbacks, c'est là où le projet commence. Ça veut dire que les clients sont là, ils sont représentés par un product owner. Et aussi, il y a des différentes instances dans la JIT qui permettent de collecter les feedbacks, comme la démo, ou effectivement qui est une instance cruciale pour pouvoir remonter la majorité des feedbacks et travailler sur ces feedbacks-là. Une fois que ces feedbacks ils sont remontés, on les alimente dans une backlog qui constitue un petit peu notre base de travail ou bien la clé de la réussite du mode produit qui se concentre sur la backlog, qui est à la main effectivement d'un product owner, et on rentre dans une amélioration continue avec des sprints pour pouvoir livrer ce qu'on a spécifié, ce qu'on a remonté dans les feedbacks. On alimente la backlog, on développe et c'est en itération. Du coup, voilà de cette manière-là qu'un planning, en fait, dans le mode produit fonctionne. Concernant la partie budget, du coup, effectivement, comme je vous ai montré sur le planning, on a les différentes idées ou bien la fiche idée qui sont exposées. Du coup, l'idée en fait, dans le budget pour définir le budget dans le mode produit, c'est effectivement de pouvoir définir quelle est la valeur ajoutée des différentes fonctionnalités. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on a un product manager ou un product owner qui vient avec l'ensemble des idées. Dans ces idées-là, il y a effectivement le MVP en minimum ou bien il y a d'autres fonctionnalités en plus du MVP si on a une visibilité lointaine qui a été déjà travaillée avec les clients. Et du coup, on va vers le management ou bien ou bien les différents sponsors en fait, du projet pour avoir le budget pour débloquer les différentes phases de réalisation d'un projet. Et du coup, une fois qu'on vient avec cette base de travail-là qui est sous forme d'un MVP ou plus, on essaye de dire quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on va développer, voilà combien ça va nous coûter, et dans combien de temps on va les livrer. Ça veut dire, est-ce que c'est dans 3, 4, 5, 6 sprints. Et par la suite, une fois que c'est fait, en fait, ça devient aussi en itération. Une fois que c'est fait, on a déjà travaillé les différents feedbacks, on a collecté les différents feedbacks, on les alimente dans une backlog et une fois que c'est fait, on a aussi encore une base de travail qu'il faudra estimer et qu'il faudra aller demander du budget pour pouvoir l'alimenter, pour la préparer et la réaliser par la suite. Du coup, voilà, c'est dans le mode projet, on demande un budget qui est pour tout le projet. Dans le mode produit, on demande par la valeur ajoutée. On essaie de pouvoir partager le projet sous forme de petites idées ou bien de petites user stories ou bien des épiques qui démontrent de la valeur ajoutée à l'entreprise et par la suite, en échange de cette valeur ajoutée, il nous faut un budget tel pour la réalisation de ce projet-là. L'enjeu stratégique pour l'entreprise.
Avant de commencer par l'entreprise, ben, on verra en fait les bénéfices pour l'équipe. Du coup, le premier bénéfice, c'est l'alignement. Du coup, peu importe nos compétences, nous sommes tous concentrés sur un seul et même but, trouver les opportunités business et les transformer en solutions. Du coup, l'équipe, elle est alignée sur à la fois pour de transformer les différentes solutions et aussi elle est alignée avec les clients et avec le business. Du coup, c'est un point qui est très important pour, euh, pour intégrer l'équipe dans les problématiques de l'entreprise et ils se sentent plus concernés et intégrés dans la réalisation et la réussite du projet. Euh, le deuxième point, c'est l'épanouissement. En donnant du sens à ce que réalisent nos équipes, on vient jouer sur des mécaniques cognitives. Et du coup, en fait, c'est que l'épanouissement de l'équipe, ils voient très bien qu'est-ce qui a été réalisé de sprint en sprint. Ils voient bien qu'est-ce que leur travail donnera comme valeur ajoutée à l'entreprise. Et du coup, ça leur donne une sorte d'épanouissement dans le projet parce qu'ils voient quelque chose de concret. Ils voient quelque chose de concret et d'une façon très rapide. Ça veut dire qu'ils n'attendent pas 2 ans, 3 ans de développement pour voir un fruit de ce qu'ils ont fait par rapport à leur effort. Du coup, c'est quelque chose qui est visuel à chaque fin de sprint et du coup, ça donne une sorte d'épanouissement dans l'équipe. Réduire le time to market, c'est effectivement c'est le point qu'on a vu tout à l'heure au début de la présentation du mode produit. Augmenter le taux de la réussite. Effectivement, quand on a un client qui est dans l'équipe, un client qui contribue à la réalisation du projet, qui est là pour effectivement euh, travailler avec l'équipe pour atteindre ses objectifs, ben, on a plus de chances à ce que notre projet euh, répond aux différentes exigences du client, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est que ce mode-là, il augmente le taux de la réussite. Concernant les bénéfices pour l'entreprise, ce changement de paradigme couvre 4 grands domaines. Le pilotage par la valeur plutôt qu'une approche budgétaire, des feedbacks clients nombreux et anticipés plutôt qu'en fin de projet, des décisions rapides et fréquentes plutôt que lentes et anticipées, une planification itérative plutôt qu'une planification complète. Effectivement, ça résume tous les points qu'on a vus jusqu'à présent. Du point de vue d'un gestionnaire de projet, cela revient à limiter les risques liés aux engagements de délai par des livraisons fréquentes, maîtriser la notion de coût par une équipe stable et dédiée à un sujet produit, anticiper les bénéfices par la production de valeur pour les clients, utiliser le périmètre comme seule valeur d'ajustement. Du coup, pour le gestionnaire, ben, en fait, il voit son produit se construire à fur et à mesure des développements. Et du coup, c'est facile pour lui pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir limiter les risques. Dans le cas où il y a une certaine dérive, on peut arrêter rapidement le projet au lieu de passer 2 ans à produire et à la fin, on se dit effectivement le projet, il faudra qu'il s'arrête parce que derrière, on ne voit plus le bénéfice, on ne voit plus l'atterrissage du projet. Du coup, effectivement, c'est qu'on a toujours un levier pour anticiper les différentes décisions et très rapidement. Alors, une petite comparaison entre le mode produit et le mode projet. Comme on a vu depuis le départ, effectivement, c'est que le périmètre, il est fixe et les ressources les ressources, c'est le coût et le time, c'est en fait c'est le planning qui sont estimés. Par contre, dans le mode produit, bah, on inverse le triangle de la sorte que c'est le périmètre qui est
estimées et les ressources et le temps qui sont fixes. Si vous vous rappelez dans, dans le slide du budget du mode produit, c'est que on a vu que à chaque fois, on demande du budget pour de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça devient notre périmètre. Du coup, on essaie d'avoir un budget qui n'est pas très élevé parce qu'on n'aura que des fonctionnalités à développer plutôt qu'un grand projet à estimer. Et du coup, on estime une petite partie par petite partie. Du coup, l'estimation du budget, elle est fixe, le temps, il est fixe, et on a une bonne maîtrise du projet. Alors, comme on a vu, c'est que on a deux modes, le mode produit et le mode projet. Dans le mode projet, c'est développé en cycle en V en agile avec un périmètre fixe et il y a le risque de travail en silo. Le mode produit uniquement en agile avec un périmètre variable, favoriser le travail collaboratif, comme on a vu dans le slide de la définition du mode produit. Alors, la réussite du mode produit passe par déjà une équipe pluridisciplinaire, très importante dans le mode produit. Cela veut dire qu'on a une équipe qui est agile avec un facilitateur, Scrum Master ou bien coach. Ça tout dépend de la taille du projet, tout dépend aussi les moyens de l'entreprise. Du coup, ce rôle-là, il est très important dans le mode produit parce que derrière, on a une équipe qui est ouverte à toute l'entreprise. Une équipe qui travaille avec les clients, qui travaille avec les managers, qui travaille un petit peu avec tout le monde. Et ça peut impacter le travail de l'équipe ou bien la productivité de l'équipe. Du coup, ce rôle-là, il est vraiment crucial dans le mode produit où le Scrum Master, il vient pour protéger l'équipe, pour définir les différents rôles et par la suite être garant du bien-être de l'équipe et aussi l'aider à réaliser le maximum d'elle-même. Le product owner, c'est la clé aussi, si on peut dire, la première clé de réussite d'une équipe pluridisciplinaire ou bien du mode produit d'une manière générale, c'est ce rôle-là. Le product owner, c'est le représentant du client, c'est le représentant des métiers et c'est celui qui détient en fait la backlog et du coup, il a une très grande responsabilité dans le mode produit. Du coup, une grande réactivité qui est nécessaire à la réussite de ce profil-là pour effectivement travailler avec les clients afin d'alimenter la backlog, de trouver quelle est la valeur ajoutée et par la suite, effectivement, travailler avec l'équipe pour la réalisation. On peut trouver des testeurs, des personnes pour l'ops, pour des designers, des développeurs, mais tout le monde fait partie de l'équipe. C'est une équipe intégrante. Du coup, plus elle est riche, plus c'est bien pour l'équipe. Après, on a des architectes, des personnes pour les tests, la recette, et des personnes du marketing. On peut, toute personne qui travaille autour de ce produit-là, elle devient une partie intégrante de l'équipe. Le deuxième critère, c'est le backlog. Du coup, effectivement, sur le backlog, comme on voit à gauche, on a une constitution de backlog qui est alimentée, par exemple, par des exigences, par des risques, du coup, par des idées. Tout feedback ou bien toute information, elle rentre dans cette backlog. Par la suite, elle est priorisée. Elle est priorisée, comme on le voit, on a quatre critères dans ce schéma-là, le must be done, le should be done, le nice to have et tout ce qui est to avoid. Le must be done, c'est ce qui doit être obligatoirement développé. Du coup, on fait un peu le travail de l'entonnoir, ça veut dire que l'entonnoir plutôt inversé. Ça veut dire en fait que tout ce qui est prêt, tout ce qui a de la valeur ajoutée, ça s'approche de la sortie de l'entonnoir
Et tout ce qui n'est pas prêt ou bien ça ne donne pas de la valeur ajoutée, ben ça reste à la fin de l'entendement. Du coup, le must be done et le should be done, c'est ce qui rapporte le plus de valeur, c'est ce qui donne une valeur ajoutée au produit. Du coup, c'est là où le MVP il se situe. C'est dans ces deux critères-là. Et du coup, on essaye effectivement d'estimer ce must be done et le should be done. On demande du budget pour ça et du coup, on commence la préparation, on commence le développement et par la suite, on revient à la backlog pour pouvoir piocher dedans qu'est-ce qui aura de la valeur ajoutée pour aller demander par la suite du budget, pour aller le développer par la suite. Et du coup, ça rentre toujours dans une itération, dans un travail collaboratif entre le client et l'équipe de développement afin de faire vivre en fait ce backlog qui est le premier représentant d'un produit pour le faire vivre afin d'atteindre l'objectif de notre projet. Et du coup, il y a un troisième point pour l'efficacité du mode produit, c'est le changement de la culture de l'entreprise. Ça veut dire que là, aujourd'hui, dans le mode produit, effectivement, il reste toujours en fait une sorte d'hierarchie dans l'entreprise, mais derrière, en fait, cette hiérarchie, elle devient aussi agile. Ça veut dire que tout le monde s'assoit autour de la table pour challenger les différentes idées, pour travailler d'une façon collaborative afin de valoriser au maximum le produit et que tout le monde soit aligné ou bien dans la même phase de ce que l'équipe, elle, produit. Ce n'est pas jusqu'à la fin où on donne une note à ce produit-là, ou bien on le juge, est-ce qu'il est conforme ou pas, mais effectivement, c'est qu'on travaille tous pour qu'il soit conforme. Du coup, voilà, notre meet-up, il touche à sa fin. J'espère que j'ai résumé le mot de produit dans ce temps-là qui est un peu court. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné un peu les idées claires de ce que c'est le mot de produit. Et merci de m'avoir écouté et à très bientôt.